Vous est-il déjà arrivé de débattre avec un ami sur la réalité d'un événement en étant absolument certain d'avoir raison? Et si je vous disais qu'il y a de fortes chances que vous vous trompiez tous les deux? Notre mémoire n'est pas cette caméra vidéo parfaite qui enregistre le passé. C'est une entité bien plus complexe, fluide et même énigmatique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la mémoire humaine pour en révéler les plus grands mystères. Nous allons explorer 30 faits stupéfiants qui non seulement vont vous surprendre mais aussi transformeront votre perception de vos souvenirs les plus intimes. Préparez-vous. Après cette vidéo, vous ne ferez plus confiance à votre propre cerveau comme avant. Avant de commencer, il est essentiel de dissiper une idée reçue majeure. La mémoire n'est pas un simple espace de stockage dans notre tête où les événements passés sont classés méticuleusement. Les scientifiques la définissent plutôt comme un processus par lequel notre cerveau encode, stocke et récupère l'information. Le mot-clé ici est processus. Ce n'est pas un objet statique, mais un système dynamique en mutation constante. Chaque fois que vous vous remémorez un événement, vous ne ouvrez pas simplement un fichier. Vous reconstruisez ce souvenir à partir de millions de connexions neuronales. Et durant cette reconstruction, les choses les plus incroyables peuvent se produire. C'est précisément de ces incroyables failles, de ces mécanismes surprenants et des super-pouvoirs de notre mémoire dont nous allons parler. Commençons par le fait numéro 1, et celui-ci est fondamental. Vos souvenirs ne sont pas joués, ils sont reconstruits. Imaginez que votre passé ne soit pas un film, mais plutôt un jeu de construction comme des Legos. Lorsque vous essayez de vous remémorer un événement, votre cerveau ne sort pas un modèle prêt à l'emploi. Au lieu de cela, il rassemble des pièces éparses, des images visuelles, des sons, des émotions, des faits, et il réassemble la scène à partir de zéro. Et c'est là que ça devient fascinant. Des éléments étrangers peuvent facilement s'intégrer à cette construction, vos convictions actuelles, votre humeur du moment, ou même des informations que vous avez apprises bien plus tard. C'est précisément pour cette raison que deux personnes peuvent se souvenir du même événement de manière radicalement différente. Chacun l'a reconstruit à travers le prisme de son expérience unique. Visuellement, vous pouvez vous représenter cela comme une photo brisée que l'on recolle, mais à laquelle on ajoute accidentellement des fragments provenant d'autres clichés. Tendons. Ça vous est déjà arrivé de marcher d'un pas décidé vers une autre pièce pour récupérer quelque chose de très important, de franchir le seuil et d'oublier complètement ce que vous étiez venu chercher? Ce n'est pas un signe de mauvaise mémoire, mais un véritable phénomène psychologique connu sous le nom d'effet de seuil ou effet de porte. Des études ont montré que le simple fait de traverser un encadrement de porte peut forcer votre cerveau à archiver les pensées de l'endroit précédent afin de libérer de l'espace pour les nouvelles informations. Notre esprit perçoit le passage d'une pièce à l'autre comme un changement de contexte, un véritable changement de scène. Il considère que les objectifs fixés dans l'ancienne scène ne sont plus pertinents et il les éjecte de sa mémoire de travail. Donc, si la prochaine fois vous oubliez pourquoi vous êtes allé à la cuisine, ne vous blâmez pas. Contentez-vous de retourner dans la pièce précédente. Très probablement, votre objectif vous reviendra immédiatement à l'esprit. On dirait le scénario d'un thriller, et pourtant, c'est un fait scientifique établi. Il est possible d'implanter de faux souvenirs. La psychologue Elisabeth Loftus a mené la célèbre expérience intitulée « Perdu au centre commercial ». Elle racontait aux participants plusieurs anecdotes réelles de leur enfance fournies par leurs proches, mais y ajoutait une histoire entièrement fictive, celle où, enfant, ils s'étaient perdus dans un grand magasin. Ce qui est frappant, c'est qu'environ 25% des participants ont non seulement cru à cette histoire inventée de toutes pièces, mais ont aussi commencé à la remémorer avec une précision déconcertante. Ils décrivaient leurs pleurs, la personne qui les avait retrouvés et les émotions qu'ils avaient ressenties. Cela prouve à quel point notre mémoire est malléable et vulnérable à la suggestion. Le cerveau n'est pas toujours capable de distinguer une expérience vécue d'un récit frappant ou même du fruit de sa propre imagination. Pourquoi, après une nuit blanche passée à réviser, tout s'évapore-t-il de notre mémoire juste avant l'examen? C'est parce que le sommeil n'est pas un simple repos pour le cerveau, mais l'étape la plus cruciale pour le traitement de la mémoire.
C'est pendant notre sommeil qu'a lieu le processus de consolidation des souvenirs. Durant la journée, nous recevons une quantité gigantesque d'informations. Celles-ci atterrissent d'abord dans l'hippocampe, qui fonctionne comme un entrepôt temporaire. La nuit, le cerveau effectue un véritable tri. Il passe en revue les événements de la journée, élimine ce qui est inutile et transfère les souvenirs les plus importants de l'hippocampe vers le néocortex, son stockage à long terme. Ce mécanisme est comparable au travail d'un bibliothécaire qui rangerait de nouveaux ouvrages sur les étagères. Sans un sommeil de qualité, ce bibliothécaire n'a pas le temps de faire son travail. L'information précieuse reste alors bloquée dans cet entrepôt temporaire d'où elle s'efface rapidement. Pensez à votre premier baiser ou au jour de votre remise de diplôme. Il y a de fortes chances que ces souvenirs soient extrêmement vifs et détaillés. Maintenant, essayez de vous rappeler ce que vous avez mangé mardi dernier pour le déjeuner. C'est difficile, n'est-ce pas? La raison est simple. Les émotions agissent comme un marqueur fluorescent pour notre mémoire. Lorsque nous ressentons des émotions fortes, qu'il s'agisse de la joie, de la peur ou de la surprise, notre cerveau libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces substances envoient alors un signal clair au centre de la mémoire, leur disant en quelque sorte « Attention, c'est crucial, il faut l'enregistrer ». Cette charge émotionnelle rend les connexions neuronales associées à ce souvenir beaucoup plus robustes. C'est pourquoi nous pouvons nous souvenir pendant des années de moments ayant provoqué une forte réaction émotionnelle et oublier totalement des événements routiniers et neutres. Il y a un paradoxe très intéressant. Imaginez ceci, si je vous demande de retenir le nom de famille Baker, B-A-K-E-R, et que je demande à quelqu'un d'autre de se souvenir que ce monsieur est boulanger, ou baker en anglais, la deuxième personne se souviendra de l'information avec beaucoup plus de facilité. Pourtant, c'est le même mot. On appelle ça le paradoxe de Baker le boulanger. Ceci s'explique par le fait que notre cerveau retient bien mieux l'information quand elle est reliée à des connaissances ou des associations qui existent déjà. Le nom de famille Baker, c'est une information abstraite, sans attache. Par contre, la profession de boulanger, le baker, déclenche immédiatement toute une série d'images. L'odeur du pain chaud, l'uniforme blanc, la farine. Le cerveau crée une multitude de points d'ancrage pour ce mot, ce qui le rend beaucoup plus facile à extraire de la mémoire. Avez-vous déjà essayé de retenir un long numéro de téléphone en le répétant mentalement? Si c'est le cas, vous avez fait appel à votre mémoire à court terme, également appelée mémoire de travail, et celle-ci possède une limite très stricte. C'est dans les années 1950 que le psychologue George Miller a formulé ce qu'il a appelé le nombre magique 7 plus ou moins 2. Il a découvert que la plupart des individus peuvent retenir simultanément dans leur mémoire de travail entre 5 et 9 éléments sans lien, qu'il s'agisse de chiffres, de mots ou d'objets. Tout ce qui dépasse cette limite soit remplace l'information précédente, soit n'est tout simplement pas mémorisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que les numéros de téléphone et les codes postaux sont découpés en petits blocs. Cela permet à notre cerveau de les traiter plus facilement. C'est comparable à l'art du jonglage. 3 ou 4 balles, c'est facile, mais en jongler avec 10 devient pratiquement impossible. Quand on parle de mémoire, on imagine souvent une seule chose. Mais en réalité, nous disposons de plusieurs systèmes de mémoire distincts qui fonctionnent en parallèle. Prenons l'exemple de la mémoire procédurale. C'est la mémoire du corps, notre mémoire musculaire. C'est grâce à elle que vous savez faire du vélo ou taper sur un clavier sans devoir réfléchir à chacun de vos gestes. La mémoire sémantique, quant à elle, est votre encyclopédie personnelle, le répertoire de faits sur le monde, comme Paris est la capitale de la France ou l'eau bout à 100 degrés. Et enfin, la mémoire épisodique est votre autobiographie. Elle regroupe les souvenirs d'événements précis de votre vie, par exemple, ce que j'ai fait pour mon dernier anniversaire. Ces systèmes peuvent fonctionner de manière indépendante. Par exemple, une personne atteinte d'amnésie peut tout oublier de sa vie, ce qui affecte la mémoire épisodique, tout en sachant encore parfaitement jouer du piano grâce à sa mémoire procédurale. Une simple odeur, celle de l'herbe fraîchement coupée ou des tartes de votre grand-mère,
peut vous transporter instantanément des années en arrière, déclenchant une vague de souvenirs incroyablement vifs et chargés d'émotions. Ce phénomène n'est pas un hasard. L'odorat est considéré comme le plus ancien de nos sens, et il est directement connecté au centre de la mémoire et des émotions dans notre cerveau. Le bulbe olfactif, la structure qui traite les odeurs, possède des voies neuronales directes vers l'amygdale, le centre des émotions, et l'hippocampe, le centre de la mémoire. Alors que les informations provenant de nos autres sens, la vue, l'ouïe ou le toucher, doivent d'abord traverser le filtre logique du thalamus, les odeurs, elles, vont droit au but, frappant directement les profondeurs de notre subconscient. C'est précisément pour cette raison que les arômes sont capables de ressusciter des souvenirs si puissants et apparemment oubliés depuis longtemps, des souvenirs inaccessibles par n'importe quel autre déclencheur. L'impression de déjà-vu, littéralement déjà-vu, est une sensation que nous avons presque tous expérimentée. Vous vous trouvez dans un lieu ou une situation nouvelle, mais vous avez pourtant l'intime conviction que cela s'est déjà produit. Alors que les mystiques y voient un souvenir de vies antérieures, la science, elle, propose une explication beaucoup plus simple. L'une des théories dominantes avance que le déjà-vu est en réalité un dysfonctionnement cérébral momentané, une sorte de désynchronisation temporaire. Les informations captées par nos organes sensoriels atteignent le cerveau par plusieurs voies simultanément. Il arrive parfois que l'une de ces voies fonctionne avec une fraction de seconde d'avance sur les autres. À cause de ce micro-décalage, le cerveau a le temps de traiter l'information comme étant ancienne ou déjà connue, avant même que le signal principal n'arrive. Le résultat est cette étrange impression de revivre exactement le même moment une seconde fois. Ce n'est donc pas un souvenir, mais plutôt une illusion de souvenir. Ce sentiment lancinant, nous le connaissons tous, celui où l'on sait pertinemment qu'un mot ou qu'un nom nous échappe. On l'a littéralement sur le bout de la langue, mais impossible de le prononcer. Ce phénomène porte un nom, la léthologie, ou, plus simplement, l'état du mot sur le bout de la langue. Attention, cela ne signifie absolument pas que l'information est oubliée. Au contraire, cela prouve qu'elle est bien stockée dans votre mémoire. Le problème réside ailleurs. Le cerveau, pour une raison qui lui est propre, est incapable d'y accéder. C'est un peu comme savoir qu'un livre se trouve dans la bibliothèque, mais être incapable de se souvenir de l'étagère exacte où il est rangé. Le cerveau se souvient des informations sémantiques, c'est-à-dire le sens du mot ou son contexte, mais il bloque l'accès aux informations phonologiques, c'est-à-dire sa sonorité et sa prononciation. Souvent, dans ces moments, nous pouvons retrouver la première lettre du mot, ou même des mots qui lui ressemblent, mais le mot lui-même nous échappe totalement. Comment les champions du monde de mémorisation font-ils pour retenir l'ordre de plusieurs jeux de cartes ou des milliers de décimales du nombre pi? Ils utilisent une ancienne technique mnémotechnique connue sous le nom de méthode d'Elosy ou palais mental popularisée par Sherlock Holmes. Le principe est simple. Vous vous représentez un lieu que vous connaissez parfaitement, par exemple votre appartement ou le chemin que vous empruntez pour aller au travail. Ensuite, vous placez mentalement les éléments à mémoriser dans différents points de cet espace. Pour retenir une liste de courses, par exemple, imaginez le paquet de lait devant la porte d'entrée, le pain posé sur le canapé et des œufs fracassés sur votre téléviseur. Plus les images sont absurdes et vivantes, mieux c'est. Lorsque vous avez besoin de vous souvenir de la liste, il vous suffit de faire une promenade mentale dans votre palais et d'y recueillir les objets nécessaires. Demandez à vos parents ou grands-parents où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient au moment précis où ils ont appris le vol de Gagarine dans l'espace ou la chute de l'URSS. Il y a de fortes chances qu'ils décrivent cet instant dans les moindres détails, comme si c'était arrivé hier. Ce type de souvenir est ce que l'on appelle une mémoire flash. Ce sont des souvenirs extrêmement vifs, détaillés et durables, concernant l'instant où une personne a pris connaissance d'un événement choquant, chargé émotionnellement et d'importance mondiale. Le cerveau semble alors prendre une sorte de cliché photographique de l'événement. Pourtant, malgré leur vivacité et notre conviction inébranlable quant à leur exactitude,
des études démontrent que les mémoires flash sont elles aussi sujettes à distorsion. Avec le temps, nous pouvons y ajouter inconsciemment des détails ou les modifier, même si notre certitude de leur véracité à 100% reste, elle, totalement intacte. On a tendance à croire que l'oubli est une mauvaise chose, qu'il est l'ennemi de l'apprentissage. Pourtant, c'est en réalité une fonction essentielle et vitale de notre cerveau. Imaginez un instant si vous deviez vous souvenir d'absolument tout, la moindre ligne lue, chaque conversation, chaque détail de chaque jour passé. Votre cerveau serait submergé par des informations inutiles, obsolètes et non pertinentes. L'oubli est un véritable mécanisme de filtrage. Le cerveau affaiblit et supprime intentionnellement les connexions neuronales qui ne sont plus utilisées afin de dégager des ressources pour des informations nouvelles et plus cruciales. Ce processus que l'on appelle l'élagage synaptique nous permet de nous adapter, d'apprendre et de ne pas rester prisonniers du passé. La capacité d'oublier n'est donc pas un défaut ou une anomalie, mais l'atout majeur d'une mémoire efficace. Contrairement à ce que l'on croit, il n'existe pas dans notre cerveau un unique centre de mémoire où l'ensemble de nos souvenirs seraient stockés. La mémoire est une fonction distribuée. Les différents aspects d'un même souvenir sont en réalité stockés dans diverses régions du cerveau. Par exemple, la composante visuelle d'un souvenir de plage est conservée dans le cortex visuel, le son des vagues, lui, l'est dans le cortex auditif, et la sensation du sable chaud sous vos pieds dans le cortex somatosensoriel. L'hippocampe, quant à lui, agit comme un véritable chef d'orchestre, assemblant tous ces éléments dispersés en un seul souvenir cohérent et complet. Lorsque vous vous remémorez cette journée à la plage, l'hippocampe active simultanément toutes ces zones, reconstruisant ainsi l'événement. C'est pourquoi la lésion d'une seule région du cerveau peut entraîner la perte d'un type de souvenir bien spécifique sans pour autant effacer la mémoire dans son intégralité. Je le savais depuis le début. Ça vous dit quelque chose? Ce biais cognitif est appelé le biais rétrospectif ou le biais de l'a posteriori. C'est notre tendance à percevoir les événements passés comme étant beaucoup plus prévisibles qu'ils ne l'étaient en réalité. Une fois que l'issue d'un événement est connue, notre cerveau commence inconsciemment à ajuster nos pensées et nos souvenirs passés pour qu'ils correspondent à ce résultat. Nous nous mettons alors à croire que nous avions vu tous les signes, ou que nous pressentions que ça allait se passer, alors qu'avant que l'événement ne survienne, nous n'avions, en réalité, aucune certitude. Ce biais influence tous les domaines, de l'analyse d'un match sportif à l'évaluation des grands événements historiques. Surtout, il nous empêche de tirer des leçons de nos erreurs, car nous évaluons mal le degré de prévisibilité que la situation avait au départ. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée géniale, pour vous apercevoir juste après que vous l'aviez déjà entendue ou lue quelque part. Ce phénomène s'appelle la cryptomnésie. En gros, c'est une forme de plagiat involontaire où notre cerveau reproduit une pensée ou une idée qui vient de l'extérieur, tout en l'apercevant, par erreur, comme la sienne. Le souvenir est là, mais sa source est perdue. Le cerveau oublie où et quand il a obtenu cette information et s'en attribue l'entière paternité. C'est un phénomène assez courant, rencontré par de nombreux musiciens, écrivains et scientifiques. Ils étaient absolument convaincus d'avoir créé quelque chose de nouveau, avant de découvrir que leur création originale ressemblait étrangement à une œuvre déjà existante. Cela prouve une fois de plus que la mémoire est un processus complexe et qu'une simple erreur dans l'étiquetage de la source d'information peut avoir des conséquences curieuses, voire parfois désagréables. Pourquoi l'idée d'un rapport inachevé ou d'une série non terminée nous obsède-t-elle autant? La réponse se trouve dans l'effet Zeigarnik. Ce phénomène psychologique, découvert par Bluma Zeigarnik, montre que nous mémorisons environ 2 fois mieux les tâches interrompues ou inachevées que celles que nous avons menées à bien. Notre cerveau n'aime pas l'incertitude ni les schémas non finalisés. Une action non terminée génère une tension interne. C'est elle qui maintient la tâche dans notre mémoire de travail et nous la rappelle sans cesse. Dès que la tâche est accomplie, cette tension s'estompe et le cerveau la jette avec soulagement hors de notre esprit. D'ailleurs, c'est exactement cet effet qu'exploitent les créateurs de séries.
Ils interrompent les épisodes au moment le plus haletant, juste pour que vous y pensiez toute la semaine. À quoi bon retenir une information si l'on peut la retrouver sur Internet en quelques secondes seulement? Cette logique est à l'origine d'un nouveau phénomène, le effet Google, ou amnésie numérique. Le principe est simple. Notre cerveau, sachant qu'une donnée est stockée de manière fiable dans une source externe, un smartphone ou un moteur de recherche par exemple, la mémorise beaucoup moins bien. Il ne gaspille pas ses ressources à retenir le fait lui-même. À la place, il mémorise le chemin pour y accéder, c'est-à-dire où et comment retrouver cette information. Nous sommes devenus plus efficaces pour retenir non pas le quoi, mais le où. C'est en quelque sorte une externalisation de notre mémoire. D'un côté, cette approche permet à notre cerveau de se concentrer sur des tâches plus créatives. D'un autre côté, nous devenons de plus en plus dépendants de nos appareils, et notre capacité intrinsèque à retenir des faits pourrait s'en trouver affaiblie. Au-delà de la mémoire du passé, la mémoire rétrospective, nous possédons également la mémoire du futur, que l'on appelle la mémoire prospective. C'est la capacité de se souvenir qu'il est nécessaire d'effectuer une action à un moment précis dans le futur. Par exemple, n'oubliez pas d'appeler maman à 7 heures du soir, ou d'acheter du pain en rentrant à la maison. C'est une forme de mémoire extrêmement complexe, car elle exige du cerveau non seulement qu'il stocke l'information de la tâche, mais aussi qu'il surveille en permanence le temps ou le contexte approprié pour déclencher cette intention au moment opportun. Les défaillances de la mémoire prospective constituent l'un des problèmes les plus courants. Nous pouvons très bien nous souvenir que nous devons faire quelque chose, mais nous y pensons bien souvent trop tard. C'est justement pour soutenir ce système de mémoire vulnérable que nous avons inventé les agendas, les alarmes et les fameux post-it de rappel. L'idée reçue est que la mémoire décline inéluctablement, voire de manière catastrophique avec l'âge. C'est à la fois une vérité et un mythe. Effectivement, certains aspects de la mémoire peuvent s'affaiblir. Par exemple, la mémoire dite fluide, celle qui gère le traitement de nouvelles informations et la résolution de problèmes inédits, peut accuser une baisse. Il devient ainsi plus difficile de mémoriser de nouveaux noms ou d'apprendre des langues. En revanche, la mémoire cristallisée, celle qui repose sur l'accumulation de connaissances, l'expérience et le vocabulaire, peut au contraire s'améliorer avec le temps. Les personnes âgées font souvent preuve d'une plus grande sagesse et excellent dans les tâches qui exigent de l'érudition et une compréhension fine des situations sociales complexes. En conclusion, le vieillissement n'est pas un simple déclin de la mémoire, mais plutôt une profonde réorganisation qualitative de celle-ci. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, l'amnésie n'est pas une simple perte de mémoire. Il en existe deux types principaux. L'amnésie rétrograde est l'incapacité de se souvenir des événements survenus avant un traumatisme ou une maladie du cerveau. Une personne peut oublier les dernières heures, les jours passés, ou même toute sa vie antérieure, tout en restant capable de former de nouveaux souvenirs. La forme la plus étrange et la plus sévère est l'amnésie antérograde. Dans ce cas, la personne se souvient parfaitement de son passé, mais elle perd la capacité de former de nouveaux souvenirs à long terme. Il peut vivre sa journée normalement, mais le soir venu, il n'aura plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il est comme figé dans le temps, vivant chaque instant comme s'il s'agissait de la première fois. Cet état est brillamment illustré dans le film Memento. Vous voulez booster votre mémoire? Alors, filez à la salle de sport. De nombreuses études prouvent qu'il existe un lien étroit entre activité physique et fonction cognitive. Lorsque nous faisons du sport, en particulier des exercices d'aérobie, comme la course ou la natation, notre cœur accélère le rythme. Ceci améliore la circulation du sang et l'apport en oxygène dans tout le corps, y compris le cerveau. De plus, l'effort physique stimule la production de protéines spécifiques, comme le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette protéine favorise la croissance de nouveaux neurones et le renforcement de leurs connexions, notamment dans l'hippocampe, le centre essentiel de la mémoire. Ainsi, l'entraînement régulier n'est pas seulement un gage de santé physique, c'est aussi l'un des moyens les plus efficaces et accessibles de maintenir votre vivacité d'esprit et une excellente mémoire pour les années à venir. Si vous demandez à une personne âgée de raconter sa vie,
vous noterez très certainement une particularité. Elle se souviendra avec une clarté et une précision étonnantes des événements survenus pendant sa jeunesse et son âge adulte précoce, soit, grosso modo, entre 10 et 30 ans. En revanche, les souvenirs de l'âge mûr seront souvent plus pâles, voire plus flous. Ce phénomène porte un nom, c'est le pic de réminiscence. Les scientifiques débattent encore des causes exactes de ce pic. Selon l'une des théories dominantes, c'est durant cette période que nous vivons le plus d'expériences pour la première fois. Le premier amour, la fin des études, l'entrée à l'université, le premier emploi, le mariage. Ces événements sont uniques, fortement chargés en émotions et participent à forger notre identité. Ils sont donc naturellement mieux mémorisés. Tandis que la vie à l'âge mûr tend, elle, à devenir plus routinière et prévisible. Vous souvenez-vous que le célèbre personnage du Monopoly porte un monocle et que la queue de Pikachu a une extrémité noire? Si vous avez répondu oui, alors vous êtes victime de l'effet Mandela. En réalité, le monopoliste n'a jamais eu de monocle et la queue de Pikachu est entièrement jaune. L'effet Mandela est un phénomène de fausse mémoire collective, où un grand nombre de personnes sont persuadées de l'existence d'un fait qui est pourtant totalement erroné. Il tire son nom du fait que des milliers de personnes à travers le monde étaient convaincues que Nelson Mandela était décédé en prison dans les années 80, et se souvenaient même des bulletins d'information qu'il annonçait. Ce phénomène démontre clairement à quel point il est facile pour la désinformation de s'ancrer dans la conscience collective, au point de devenir indifférenciable d'un souvenir réel. La nuit, notre cerveau ne fait pas que se reposer, il entreprend un véritable grand nettoyage. Durant le sommeil profond, le système lymphatique s'active. C'est en quelque sorte notre système de canalisation interne dont le rôle est d'évacuer les protéines toxiques et les déchets métaboliques accumulés tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette purification physique, il y a également un nettoyage informationnel. Le cerveau analyse les connexions neuronales établies pendant la journée. Celles qui étaient importantes et fréquemment sollicitées se trouvent renforcées, tandis que les connexions faibles, inutiles ou liées à des informations mineures sont intentionnellement affaiblies et élaguées. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. En substance, le cerveau efface les souvenirs superflus pour ne pas surcharger le système et libérer de l'espace pour de nouveaux apprentissages. C'est une preuve supplémentaire que l'oubli est un processus actif et utile. S'il existait un directeur général de la mémoire dans notre cerveau, cette fonction serait sans aucun doute occupée par l'hippocampe. C'est une petite structure nichée au plus profond des lobes temporaux, et elle joue un rôle absolument fondamental dans la création de nouveaux souvenirs à long terme, en particulier les mémoires épisodiques et spatiales. L'hippocampe fonctionne comme un centre de tri ou un tampon temporaire. Il recueille les informations provenant des différents systèmes sensoriels, les assemble en un souvenir cohérent et, si ce souvenir est jugé pertinent, il initie son transfert vers le cortex cérébral pour un stockage permanent. Une lésion de l'hippocampe entraîne une amnésie antérograde dévastatrice. La personne perd la capacité d'enregistrer quoi que ce soit de nouveau. Elle peut se souvenir de son enfance, mais sera incapable de retenir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner 5 minutes auparavant. Comment une seule et unique chanson peut-elle nous ramener instantanément dans le passé, déclenchant un tourbillon d'émotions et de souvenirs? La musique exerce un pouvoir unique sur notre mémoire. C'est parce que le traitement de la musique sollicite de multiples zones du cerveau, y compris celles responsables des émotions, de l'attention et de la mémoire autobiographique. Le rythme, la mélodie et l'harmonie créent une marque neuronale solide et complexe pour les souvenirs liés à une période spécifique de notre vie. Ce lien est si puissant que la musicothérapie obtient des résultats spectaculaires chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Des personnes qui ne reconnaissent plus leurs proches peuvent entendre une chanson de leur jeunesse et se mettre soudainement à chanter, se remémorant les paroles et les moments qui y sont associés. La musique est une véritable clé d'accès aux recoins les plus secrets de notre mémoire. Pour mémoriser efficacement, oubliez le bachotage. Transformez l'information en histoire. Notre cerveau est câblé par l'évolution pour assimiler et retenir les narrations. Pendant des millénaires,
bien avant l'invention de l'écriture, les récits étaient la seule manière de transmettre le savoir, les traditions et l'expérience de génération en génération. Lorsque nous enveloppons des faits arides dans une structure narrative, avec des personnages, une intrigue, des relations de cause à effet, nous sollicitons bien plus de zones du cerveau que par simple mémorisation. Nous faisons appel aux émotions, à l'imagination et à la logique. L'information cesse d'être un ensemble abstrait de données pour devenir partie intégrante d'une structure cohérente et significative. C'est pourquoi nous pouvons oublier les détails d'une conférence, mais nous nous souviendrons pendant des années de l'intrigue d'un bon livre ou d'un film marquant. La narration est le mécanisme d'ancrage et de mémorisation le plus efficace qui soit, et il est totalement intégré en nous. Pendant que la plupart d'entre nous se lamentent sur leur mauvaise mémoire, il existe une poignée d'individus confrontés au problème inverse. Cette condition s'appelle l'hyperthymésie ou syndrome de la mémoire autobiographique supérieure. Il n'existe que quelques dizaines de personnes dans le monde avec un diagnostic confirmé. Ces individus peuvent se souvenir avec une précision déconcertante de la quasi-totalité des jours de leur vie, depuis leur adolescence. Demandez-leur n'importe quelle date, et ils sont capables de vous dire quel jour de la semaine c'était, quelle était la météo, ce qu'ils ont mangé, et même ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. On pourrait y voir une sorte de super-pouvoir. Pourtant, les hyperthymés décrivent souvent ce don comme un véritable fardeau. Ils sont incapables d'oublier les offenses, les moments désagréables ou leurs propres erreurs. Leur passé est une présence constante dans leur présent, les empêchant d'aller de l'avant. Cela prouve que notre capacité à oublier n'est pas un défaut, mais bien un cadeau inestimable et un mécanisme de défense essentiel. Nous y voilà, ces 30 aspects surprenants de notre mémoire. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas une archive fiable et objective, mais plutôt un artiste créatif, capricieux et parfois imprévisible, qui redessine sans cesse la toile de notre passé. Des faux souvenirs implantés et de l'effet Mandela jusqu'au rôle salvateur de l'oubli et à l'incroyable pouvoir des odeurs, nous avons pu constater que notre mémoire est bien plus complexe et fascinante que nous le pensions. Ce n'est pas qu'un simple outil de stockage des faits, c'est ce qui façonne notre personnalité, notre histoire, notre identité, et comprendre comment elle fonctionne nous ouvre la voie vers une vie plus consciente et un apprentissage plus efficace. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau qui vous a vraiment marqué, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Kenny9. Et maintenant, une question pour vous. Quel fait sur la mémoire vous a le plus surpris? Ou peut-être avez-vous votre propre histoire de la façon dont votre mémoire vous a joué des tours ou au contraire vous a ébloui? Écrivez-le en commentaire, ce serait passionnant de vous lire.